Chapitre 2, le procès d'échange. C'est parti. Les marchandises ne peuvent pas aller d'elles-mêmes au marché. Elles ne peuvent pas s'échanger elles-mêmes. Il faut donc nous retourner vers leurs gardiens, les possesseurs de marchandises, et leurs gardiennes. Les marchandises sont des choses, elles n'offrent donc pas de résistance à l'homme, ni à la femme, ni aux personnes non binaires d'ailleurs. Si elles n'obéissent pas de bon gré, il peut employer la force, autrement dit, il peut les prendre. Note 37. Au XIIe siècle, tant renommé pour sa piété, on trouve souvent parmi ces marchandises des choses très délicates. C'est ainsi qu'un poète français de ce temps dénombre parmi les marchandises proposées sur le marché du lundi, à côté des étoffes, des chaussures, du cuir, des outils de labour et des peaux. Okay. Fin de note. Pour mettre ces choses mutuellement en rapport comme marchandises, il faut que les gardiens et gardiennes des marchandises se comportent les uns unes envers les autres comme des personnes dont la volonté habite ces choses. Ok. Si bien que chacune, en aliénant sa propre marchandise, ne s'approprie celle d'autrui que d'accord avec sa volonté, donc au moyen d'un acte de volonté commun à tous les deux. Ah d'accord, oui, il y a un côté social à l'objet, si je comprends bien, il y a un côté... on attribue des abstractions aux objets, je sais pas. On continue. Ils doivent donc se reconnaître réciproquement comme propriétaires privés. Note 37, c'est une note de traduction. Privateigentumer, par opposition au simple possesseur, Besitzer. Je sais pas si je prononce bien, désolé. Ce rapport juridique, qui a pour forme le contrat, développé ou non légalement, est un rapport de volonté dans lequel se reflète le rapport économique. Le contenu de ce rapport de droit ou de volonté est donné par le rapport économique proprement dit. Note 38. Proudhon forge d'abord son idéal d'équité et de justice éternelle à partir des rapports juridiques correspondant à la production marchande. Ce qui, soit dit en passant, fournit aussi à tous et toutes les boutiquiers et boutiquières la preuve ô combien consolante que la production marchande est une forme aussi éternelle que la justice. Après quoi il veut remodeler à l'envers la production marchande réelle et le droit réel qui lui correspond conformément à cet idéal. Que penserait-on d'un chimiste qui, au lieu d'étudier les lois réelles des réactions de la matière et de résoudre sur cette base des problèmes déterminés, voudrait transformer ces réactions d'après le modèle des idées éternelles de la naturalité et de l'affinité? En sait-on plus sur l'usure quand on a dit qu'elle contredit la justice éternelle, l'équité éternelle et la mutualité éternelle et d'autres vérités éternelles que n'en savaient les pères de l'Église quand ils disaient qu'elle contredisait la grâce éternelle, la foi éternelle et la volonté éternelle de Dieu? Les personnes n'existent ici... fin de note, hein, on continue. Les personnes n'existent ici l'une pour l'autre que comme représentants et représentantes de marchandises. Et parce que ce seront des personnes, donc c'est au féminin, donc c'est représentantes de marchandises. Et donc comme possesseuses de marchandises. Nous verrons d'une manière générale dans le cours du développement que les masques économiques dont se couvrent les personnes ne sont pas autre chose que la personnification des rapports économiques. Et que c'est en tant que porteuse de ces rapports qu'elles se rencontrent. Porteur et qu'elle dans la même phrase. Faut savoir accorder les phrases, monsieur, dame. Là. Voilà, donc personnification des rapports économiques. Bon, ça se répète un peu avec ce qu'a dit précédemment, mais il fait en gros un résumé que ce qu'a dit dans le chapitre d'avant. Ce qui distingue plus précisément la possesseuse de marchandises de sa marchandise elle-même, c'est cette circonstance que pour celle-ci, le corps de toute autre marchandise ne vaut que comme forme phénoménale de sa propre valeur. La marchandise est, de naissance, une grande égalisatrice cynique. Elle est toujours sur le point d'échanger non seulement son âme, mais son corps avec n'importe quel autre. Cette dernière serait-elle affublée des plus de disgrâces encore que Maritorne. Alors encore une référence littéraire. Désolé Karl là, mais on n'a pas tes références. Maritorne en espagnol, Maritornes, est un personnage de fiction féminin du Don Quichotte de Miguel de Cervantes. Il s'agit d'une employée d'auberge asturienne qui habite l'Asturie, la région je suppose, que les héros rencontrent au cours de leur aventure. Son nom est devenu en français un subjonctif désignant une femme laide, malpropre et désagréable. Ah ok, donc c'est un mot carrément misogyne. D'accord.
Ce sens qui fait défaut à la marchandise pour appréhender le concret du corps des marchandises, son possesseur y supplée grâce à ses propres 5 sens, ou davantage. Sa propre marchandise n'a pour lui aucune valeur d'usage immédiate. Sinon, il ne la porterait pas au marché. Elle a une valeur d'usage pour d'autres. La seule valeur d'usage immédiate qu'elle ait pour lui, c'est d'être porteuse de valeur d'échange, c'est-à-dire moyen d'échange. Note 39. Citation de Aristote. Donc je vais essayer d'imiter Aristote, je me souviens plus très bien comment il parle Aristote, mais c'est à peu près cette voix-là. Car il y a 2 usages de chaque bien. L'un est propre à la chose comme telle, l'autre non. Une sandale, par exemple, sert à se chausser. Et quand on met une chaussette avec des sandales, ça ne vaut plus rien. Et en même temps, elle est échangeable. L'un et l'autre sont des valeurs d'usage de la sandale, car celui qui échange la sandale contre ce qui lui manque, par exemple la nourriture, utilise lui aussi la sandale en tant que sandale, mais il ne l'utilise pas dans son mode d'usage naturel, car ce n'est pas en vue de l'échange qu'elle existe. Aristote, Politique, livre 1, chapitre 9. Fin de note. On continue. Voilà pourquoi on veut l'aliéner contre des marchandises dont la valeur d'usage le satisfasse. Toutes les marchandises sont des non-valeurs d'usage pour leurs possesseurs en même temps que des valeurs d'usage pour leurs non-possesseuses. Il faut donc qu'elles changent de main de toutes parts. Mais ce passage de main en main constitue leur échange, et leur échange les rapporte les unes aux autres comme valeurs et les réalise comme valeurs. Les marchandises doivent ainsi se réaliser comme valeur avant de pouvoir se réaliser comme valeur d'usage. Donc il n'y a pas une valeur. Donc si je comprends bien, ce que dit Marx, c'est qu'il n'y a pas de valeur d'usage avant de valeur d'échange. La valeur d'échange transporte en quelque sorte la valeur d'usage. Si c'est bien comme ça que je comprends. C'est bien que c'est ce qu'il veut dire. N'hésitez pas à interagir dans le chat, je vois qu'il y a très peu de réactions dans le chat, comme d'habitude. Mais c'est très studieux comme ambiance. Ah, la musique, elle me... Ouais, je sais pas, non. Après, copyright... Music chill et pas chillout, parce que c'est peut-être le out de chillout qui fait que c'est triste, je sais pas. Ah bah d'accord, un bruit d'orage et de pluie. Ok. Ok, ça a pas l'air trop triste, et puis ça a pas l'air d'être bourrin comme le truc d'avant. D'un autre côté, il faut qu'elle soit avérée comme valeur d'usage avant de pouvoir se réaliser comme valeur. Ok, donc ça complète ce que j'avais cru comprendre avant, c'est que tu peux pas les changer si ça n'a pas d'utilité, sauf que ça, on a vu lors du premier live, je crois que c'était faux. Il y a des choses qui sont inutilisables, qui sont vendues, ça s'appelle les Shindogu. C'est l'art de créer des choses inutilisables. Shindogu, comme ça. Attendez, est-ce qu'on peut le faire prononcer? Non, il n'y a pas l'option faire prononcer par une voix robotique. Voilà, donc Shindogu... Ça, par exemple, c'est un Shindogu qui est vendu dans des magasins. Voilà. Une chaussure pour mettre les 2 pieds dans la même chaussure. Là. Là, c'est... je sais pas. Voilà. Cette phrase est contredite par le capitalisme contemporain. Peut-être que ce genre de choses n'existait pas à l'époque où Marx parlait, mais la valeur d'usage n'est pas nécessaire pour faire un échange marchand. En fait, voilà. Le Shindogu le montre. Selon moi, en tout cas, le Shindogu, l'art de créer des choses inutilisables, donc sans valeur d'usage, hein, parce qu'on ne peut pas s'en servir, on ne peut pas user de l'objet, à mon avis, ça contredit cette phrase-là. On continue. Car le travail humain dépensé pour elle ne compte que dans la mesure où il l'est sous une forme utile pour d'autres. On a vu que ça, c'était pas tout à fait vrai. Or, seul leur échange peut démontrer que ce travail est utile à d'autres et que son produit satisfait le besoin d'autrui. Là, par contre, c'est un petit peu plus intéressant, c'est-à-dire que c'est seulement le fait qu'on peut l'échanger qui fait que qu'il y a un usage derrière. Mais on a vu qu'on a nuancé avec les objets inutilisables. Tout et toute possesseuse de marchandises ne veut aliéner sa marchandise que contre d'autres marchandises dont la valeur d'usage satisfait son besoin. En ce sens, l'échange n'est pour lui qu'un procès individuel. D'un autre côté, il veut réaliser sa marchandise comme valeur, c'est-à-dire la réaliser dans toute autre marchandise de même valeur à son choix, sans se soucier si sa propre marchandise a ou non une valeur d'usage pour le possesseur ou la possesseuse de l'autre marchandise. En ce sens, l'échange est pour lui un procès social universel. Mais le même procès ne peut pas être à la fois pour tous les propriétaires de marchandises un procès seulement individuel et en même temps seulement un procès social universel. À y regarder de plus près, toute marchandise d'autrui vaut pour toute
toute possesseuse de marchandises comme équivalent particulier de sa propre marchandise. Et donc celle-ci vaut comme équivalent universel de toutes les autres marchandises. Mais comme toutes les possesseuses de marchandises font la même chose, aucune marchandise n'est équivalent universel, si bien que les marchandises n'ont pas non plus de forme valeur relative universelle en laquelle se poser uniquement comme valeur et comparer leur grandeur de valeur. Elles ne se font face que comme produits ou valeurs d'usage et absolument pas comme marchandises. Dans leur perplexité, nos possesseuses de marchandises pensent alors comme Faust. Pour une référence littéraire, au commencement était l'action. Avant même d'avoir pensé, ils sont déjà passés à l'action. Les lois qui dérivent de la nature de la marchandise s'actionnent dans l'instinct naturel des possesseuses de marchandises. Ils ne peuvent mettre en rapport leurs marchandises comme valeur, et donc comme marchandises qu'en les référant, en les opposant toutes à une autre marchandise posée comme équivalent universel, quelle qu'elle soit. C'est ce que nous a montré l'analyse de la marchandise. Or, seul un acte social peut faire d'une marchandise déterminée un équivalent universel. C'est pourquoi l'action sociale de toutes les autres marchandises exclut de l'ensemble une marchandise déterminée dans laquelle elles exposent universellement leur valeur. La forme naturelle de cette marchandise devient par là même la forme équivalent dont la validité sociale est reconnue. Être équivalent universel devient au travers du procès social la fonction sociale spécifique de la marchandise exclue. C'est ainsi qu'elle devient monnaie. Donc là, il a juste expliqué comment la monnaie s'était créée. Il avait déjà préparé ça dans le chapitre d'avant. Là, il y a un gros texte en latin, je vais lire direct la version traduite, en note de bas de page 39. La citation de la Bible, passage de l'Apocalypse. Ils ont tous un même dessein, et ils donneront à la bête leur force et leur puissance. Apocalypse 17. Et que personne ne puisse ni acheter ni vendre que celui qui aura le caractère ou nom de la bête, ou le nombre de son nom. Apocalypse 13. Traduction de le maître de Saci. Voilà, j'espère que c'était bien cringe et que vous allez tous et toutes follow tellement c'était génial. Bref. On continue. La monnaie est le cristal que produit nécessairement le procès d'échange dans lequel divers produits du travail sont posés comme effectivement identiques entre eux et donc effectivement transformés en marchandises. Voilà, en gros c'est ce que veut dire la monnaie et la cristallisation du travail fourni, du travail abstrait. À mesure que s'étend et que s'intensifie historiquement l'échange, se développe l'opposition entre valeur d'usage et valeur qui était à l'état latent dans la nature de la marchandise. Pour le besoin du trafic, il faut que cette opposition soit exposée extérieurement. C'est ce qui pousse à donner à la valeur des marchandises une forme autonome. Et ce mouvement n'a de cesse que cette forme soit définitivement atteinte par le redoublement de la marchandise en marchandise et monnaie. La transformation de la marchandise en monnaie s'accomplit donc dans la mesure même où s'accomplit la transformation des produits du travail en marchandises. Note 40. On jugera d'après cela les finasseries. Que veut dire finesserie? Définition. Procédé qui vise à agir avec ruse et astuce pour modifier le cours d'une négociation ou l'issue d'un projet. On jugera d'après cela les ruses, des ruses du socialisme petit bourgeois qui veut éterniser la production marchande tout en abolissant, entre guillemets, l'opposition de l'argent et de la marchandise. Donc la monnaie elle-même, puisqu'elle n'existe que dans cette opposition. Autant vouloir supprimer le pape tout en maintenant l'existence du catholicisme. Pour plus de précision sur ce point, va mon ouvrage, blablabla, contribution à la critique de l'économique, etc. Ça j'aime bien, c'est le Marx hyper radical. J'avais déjà fait la remarque qu'il y avait un Marx plus radical et un Marx moins radical. Celui-ci c'est le vachement plus radical, c'est genre on peut pas abolir une des catégories du capitalisme sans abolir le reste, tout le reste en fait. Voilà. On continue. D'un côté, l'échange immédiat de produits a la forme de l'expression de valeurs simples. Mais d'un autre côté, il n'a pas encore cette forme. Celle-ci était X marchandise A égale Y marchandise B. La forme de l'échange immédiat de deux produits est X objet d'usage A égale Y objet d'usage B. Note 41. Tant qu'on n'échange pas encore deux objets d'usage différents, mais qu'une masse chaotique de choses est offerte comme équivalent pour
une troisième, comme cela s'observe souvent chez les sauvages, je réfute totalement l'emploi de ce terme-là, évidemment, c'est que l'échange immédiat de produits est en lui-même à ses tout premiers pas. Ici, les choses A et B ne sont pas marchandises avant l'échange, elles ne deviennent que par lui. La première façon pour un objet d'usage d'être une valeur d'échange en puissance, c'est d'exister comme non-valeur d'usage, c'est-à-dire comme quantité de valeur excédant les besoins immédiats de son possesseur. Les choses sont par définition extérieures à l'homme, et donc inaliénables. Aliénation, note 41, c'est Verräucherung, en allemand. Sauf si j'aime bien ce truc-là, enfin j'aime bien ce passage-là, c'est un Marx radical, c'est une non-valeur d'usage qui fait que ça va être une marchandise. Une marchandise ne peut pas se limiter à sa valeur d'usage. On ne peut pas imaginer un capitalisme uniquement en valeur d'usage. Ça ne serait plus possible d'échanger les objets. Voilà. Bref. Pour que cette aliénation soit réciproque, il suffit que les êtres humains se fassent implicitement face comme les propriétaires privés de ces choses inaliénables, non, ces choses aliénables, pardon, et par là même précisément comme des personnes indépendantes les unes des autres. Mais un tel rapport d'étrangeté réciproque n'existe pas pour les membres d'une communauté naturelle. Quelle est la forme d'une famille patriarcale, d'une commune de l'Inde antique ou d'un état inca, etc. L'échange de marchandises commence là où se terminent les communautés, à leur point de contact avec des communautés étrangères ou avec des membres de communautés étrangères. Mais une fois que certaines choses ont commencé d'être des marchandises à l'extérieur, elles le deviennent aussitôt par contre-coup dans la vie intérieure des communautés. Leur rapport d'échange quantitatif est d'abord tout à fait aléatoire. Elles sont échangeables du fait de l'acte de volonté de leurs possesseuses quand ils veulent les aliéner réciproquement. Cependant, le besoin d'objets d'usage étrangers s'établit peu à peu. La répétition continuelle de l'échange en fait un procès social régulier. À la longue, une partie au moins des produits du travail doit donc être produite au départ en vue de l'échange. Et à partir de ce moment, d'une part, la scission entre l'utilité des choses pour le besoin immédiat et leur utilité pour l'échange se confirme. Leur valeur d'usage se sépare de leur valeur d'échange. Et d'autre part, le rapport quantitatif selon lequel elles s'échangent devient dépendant de leur production elle-même. L'habitude les fixe comme grandeur de valeur. Dans l'échange immédiat de produits, chaque marchandise est immédiatement moyen d'échange pour son possesseur ou sa possesseuse, mais elle n'est équivalent pour sa non-possesseureuse que dans la mesure où elle est pour lui une valeur d'usage. L'article d'échange n'acquiert donc pas encore une forme valeur indépendante. Excusez-moi. L'article d'échange n'acquiert donc pas encore une forme valeur indépendante de sa valeur d'usage ou du besoin individuel des échangistes. Échangistes au sens de personnes qui produisent un échange économique. Encore une fois, pas au sens de la pratique qui ne regarde que les personnes concernées. La nécessité de cette forme se développe lorsque s'accroissent le nombre et la diversité des marchandises qui entrent dans le procès d'échange. Le problème surgit en même temps que les moyens de le résoudre. Jamais ne s'instaure un trafic où des possesseuses de marchandises comparent et échangent leurs articles contre d'autres articles différents sans que dans ce trafic diverses marchandises appartenant à diverses possesseuses ne soient échangées contre une seule et même tierce marchandise et comparées à elle en tant que valeur. Pas très clair je trouve pour l'instant. Cette tierce marchandise, en devenant l'équivalent d'autres marchandises différentes, là il parle de la monnaie, acquiert immédiatement, même si ce n'est dans d'étroites limites, la forme d'équivalent universel ou social. Cette forme équivalent universel surgit et disparaît avec le contact social momentané qui l'a suscité. Elle échoit de manière fugitive et changeante à telle ou telle marchandise. Échoir, verbe échoir. Je suis pas sûr, je saurais pas dire, je saurais pas donner une traduction. Je crois comprendre ce que ça veut dire. Échoir. Du verbe échoir. Non, pas Larousse, c'est nul Larousse. Venir. Être, arrive, dévolu par le sort. Okay. Donc la marchandise, la forme équivalent universelle, donc la monnaie. Et quoi est dévolu par le sort de manière fugitive et changeante à telle ou telle marchandise. Mais avec le développement de l'échange marchand, elle s'accroche de façon exclusive à des espèces de marchandises particulières ou se cristallise en forme monnaie.
l'espèce de marchandise à laquelle elle est attachée n'est d'abord due qu'au hasard. Mais globalement parlant, deux facteurs interviennent de manière décisive. La forme monnaie se fixe soit sur les articles d'importation les plus importants, qui sont effectivement les formes phénoménales naturelles de la valeur d'échange des produits indigènes, soit sur l'objet d'usage qui constitue l'élément principal des biens indigènes aliénables dont ils disposent, par exemple le bétail. Les peuples nomades sont les premiers à développer la forme monnaie parce que tout leur avoir se trouve sous forme mobile et donc immédiatement aliénable, et parce que leur mode de vie les met continuellement en contact avec des communautés étrangères et les sollicite ainsi d'échanger leurs produits. Souvent, c'est de l'être humain lui-même, sous les espèces de l'esclave, que les êtres humains ont fait le matériau originel de la monnaie. Mais ce n'a jamais été leur terre. Une telle idée ne pouvait lever que dans une société bourgeoise déjà constituée. Elle date du dernier tiers du XVIIe siècle, et l'on ne devait pas tenter de la mettre en œuvre à l'échelle nationale avant la révolution bourgeoise des Françaises et Français, un siècle plus tard. C'est dans la mesure même où l'échange marchand brise ses entraves purement locales et où la valeur des marchandises prend l'extension d'une matérialisation de travail humain en général, que la forme monnaie passe à des marchandises de leur nature, que leur nature dispose déjà à remplir la fonction sociale d'un équivalent universel, c'est-à-dire aux métaux précieux. La conformité de leurs propriétés naturelles avec ces fonctions montre bien que, même si l'or et l'argent ne sont pas par nature monnaie, la monnaie par nature or et argent. Bon, ça aura beaucoup évolué entre au moment où c'est écrit aujourd'hui. Hein, bien sûr, aujourd'hui, comment dire, la monnaie n'est plus basée sur l'or et l'argent, mais sur c'est quoi, l'étalon dollar, un truc comme ça. Je sais plus le détail exact, et on en reparlera peut-être dans d'autres émissions dédiées. La note de bas de page, ça renvoie juste à un autre texte. Jusqu'à présent, nous ne connaissons toutefois qu'une des fonctions de la monnaie, celle de servir de forme phénoménale de la valeur des marchandises, c'est-à-dire de matériaux dans lesquels s'expriment socialement les grandeurs de valeur des marchandises. Seule une matière dont tous les échantillons possèdent la même qualité uniforme peut être une forme phénoménale adéquate de la valeur. Matérialiser du travail humain abstrait est donc identique. D'un autre côté, la différence entre les grandeurs de valeur étant purement quantitative, la marchandise monnaie doit pouvoir se différencier de façon purement quantitative. Elle doit être divisible à volonté, et ses sous-unités doivent pouvoir être recomposées en un tout. Ce sont justement les propriétés que l'or et l'argent possèdent naturellement. La valeur d'usage de la marchandise monnaie se dédouble alors. À côté de sa valeur d'usage particulière comme marchandise, ainsi l'or est utilisé pour obturer les dents carriées, comme matière première d'articles de luxe, etc., elle acquiert une valeur d'usage formelle qui provient de ses fonctions sociales spécifiques. Puisque toutes les autres marchandises ne sont que des équivalents particuliers de la monnaie, et que la monnaie est leur équivalent universel, ces marchandises se rapportent à la monnaie comme des marchandises particulières face à la marchandise universelle. Note 43, citation de Verri, je sais pas qui c'est, la monnaie est la marchandise universelle. Ah ok. Ok, pas grave, on continue. Nous avons vu que la forme monnaie n'était que le reflet fixé sur une marchandise unique des relations entre toutes les autres marchandises. Que la monnaie soit marchande, note 45... je vais lire la note 45 à la fin de cette page. À la fin de cette ligne. Que la monnaie soit marchandise n'est donc une découverte que pour celui qui part de sa figure achevée pour l'analyser après coup. Alors voilà, les économistes actuels, et même les marxistes et les marxiennes, ne sont plus d'accord sur le fait que la monnaie actuellement est une marchandise, c'est plus le cas. C'est ce qu'on appelle la valeur refuge, mais c'est plus une marchandise. Note 45 du coup, c'est une citation de ce S. Clément, je sais pas qui c'est. L'argent et l'or en soi, que nous pouvons désigner du nom général de métaux précieux, sont des marchandises dont la valeur monte ou baisse. On peut donc reconnaître une valeur plus grande au métal précieux, dont un poids plus faible peut acheter une plus grande masse de produits ou de biens manufacturés du pays, etc. Une autre citation, cette fois de J. Child. L'argent et l'or, monnayés ou non, bien qu'ils soient utilisés comme mesure de toutes les autres choses, n'en sont pas moins une marchandise au même titre que le vin, l'huile, le tabac, le drap et les étoffes. Une autre citation, cette fois de T.H. Papillon.
Le patrimoine et la richesse du royaume ne peuvent pas, à vrai dire, consister uniquement en monnaie. Pas plus que l'or et l'argent ne peuvent être exclus comme marchandises. Ok. On continue. Ce que le procès d'échange confère à la marchandise qu'il transforme en monnaie n'est pas sa valeur, mais sa forme-valeur spécifique. C'est la confusion de ces deux déterminations qui a induit certains et certaines à tenir la valeur de l'or et de l'argent pour purement imaginaire. Citation de Galliani, en note 46. L'or et l'argent ont leur valeur comme métaux avant qu'ils deviennent monnaie. Locke dit, lui aussi, le commun consentement des hommes assigna une valeur imaginaire au métal d'argent à cause des qualités qui le rendaient propre à être monnaie. Lowe, au contraire, je ne saurais concevoir comment différentes nations pourraient donner une valeur imaginaire à autre chose, ou comment cette valeur imaginaire pourrait avoir été maintenue. Mais il n'entendait lui-même pas grand-chose au problème. Citation de Jean Lao, le même type. L'argent s'est changé sur le même pied de ce qu'il était évalué pour les usages, c'est-à-dire d'après sa valeur réelle. Il reçut une valeur additionnelle de son usage comme monnaie. Voilà. Continue. Le fait que la monnaie puisse être remplacée dans certaines de ses fonctions par de simples signes d'elle-même a fait naître cette autre idée fausse qu'elle n'était qu'un simple signe. D'un autre côté, il y avait là le pressentiment que la forme monnaie de la chose est extérieure à cette chose elle-même et qu'elle n'est que la forme phénoménale de rapports humains cachés derrière elle. En ce sens, toute marchandise serait un signe, puisqu'en tant que valeur, elle n'est que l'enveloppe matérielle du travail humain dépensé pour la fabriquer. Citation de V de Forbonnet. L'argent en est le signe des marchandises. Deuxième citation du même type. Comme signe, il est attiré par les denrées. Citation de Montesquieu. L'argent est un signe d'une chose et la représente. Citation de Trône. L'argent n'est pas simple signe, car il est lui-même richesse. Il ne représente pas les valeurs, il les équivaut. Citation de Hegel. Si l'on considère le concept de valeur, la chose elle-même n'est vue que comme un signe, et elle ne compte pas pour ce qu'elle est, mais pour ce qu'elle vaut. Longtemps, les économistes, les juristes, avaient lancé cette représentation de la monnaie comme simple signe et valeur imaginaire des métaux précieux. En bons valets et sycophantes de pouvoir royal, dont ils ont pendant tout le Moyen-Âge appuyé le droit à la falsification des monnaies, en la fondant sur les traditions que l'Empire romain et les conceptions monétaires des pandectes. Pandectes, ils disent compilation d'extraits de la littérature juridique romaine qui constitue l'essentiel du droit civil romain. Que aucun et aucune ne doit faire doute. Ça veut rien dire, dit leur habile disciple Philippe de Valois, et pas Philippe de Villiers bien sûr, dans un décret de 1346, du 16 janvier. Que à nous et à notre majesté royale n'appartiennent seulement le mestier le fait, la provision et toute l'ordonnance de monnois et de faire monnoyer tel monnois et donner tel cours pour tel prix comme il nous plaise et bon nous semble. C'est par un dogme du droit romain que l'empereur décrétait la valeur de la monnaie. Il était défendu expressément de la traiter comme une marchandise. Pecunias bero nuti fas eritnam in usu publico constitutas oportet non esse mersem. Traduction, il ne peut être permis à personne d'acheter de l'argent car, créé pour l'usage public, il ne doit pas être marchandise. On trouve d'excellents commentaires là-dessus dans G.F. Pagnini, Saggio sopra il giusto prego delle cose, 1757, dans Custodie, ouvrage en particulier dans la deuxième partie de l'ouvrage, Pagnini, polémique avec messieurs les juristes. Eh ben c'était laborieux cette note de bas de page, hein. La vache. On continue la lecture du livre, et puis des notes du livre. Mais lorsqu'on tient pour de simples signes les caractères sociaux que prennent les choses, ou le caractère de choses matérielles que prennent les déterminations sociales du travail sur la base d'un mode de production déterminé, on déclare en même temps qu'on les tient pour des productions arbitraires de la réflexion des êtres humains. C'est ainsi que les Aufklärer, note de bas de page, ce terme désigne les représentants et représentant en eux et les actrices des Lumières. Aufklärung. Ok. Donc, les membres des Lumières du XVIIIe siècle aimaient faire la lumière, lol,
La lumière aime faire la lumière. Voilà. Bref. La lumière sur les choses est dépouillée, au moins provisoirement, de leur apparence d'étrangeté, les figures énigmatiques des rapports humains dont on ne savait pas encore déchiffrer la genèse. On l'a remarqué plus haut, donc je vais recommencer. La forme équivalente d'une marchandise n'implique pas la détermination quantitative de sa grandeur de valeur. Savoir que l'or est monnaie, donc immédiatement échangeable contre toutes les autres marchandises, ne nous apprend pas pour autant que c'est ce que valent par exemple 10 livres d'or. Comme toute marchandise, la monnaie ne peut exprimer sa propre grandeur de valeur que relativement dans d'autres marchandises. Sa valeur propre est déterminée par le temps de travail nécessaire à sa production et s'exprime dans la quantité de toute autre marchandise dans laquelle autant de temps de travail s'est coagulé. Note 48. Citation de William Petty. Si un homme peut livrer à Londres une once d'argent extrait des mines du Pérou dans le même temps qu'il lui faudrait pour produire un boisseau de grains, alors l'un est le prix naturel de l'autre. Maintenant, si un être humain, par l'exploitation de mines plus récentes et plus riches, peut se procurer aussi facilement 2 onces d'argent qu'auparavant une seule, le grain sera aussi bon marché à 10 shillings le boisseau, qu'il l'était auparavant à 5 shillings. Caetera paribus, toute chose égale, par ailleurs. Cette fixation de sa grandeur de valeur relative a lieu à la source même de sa production dans un échange commercial immédiat. Dès qu'elle entre dans la circulation comme monnaie, sa valeur est déjà donnée. Si la reconnaissance de la monnaie comme marchandise, dès les dernières décennies du XVIIe siècle, représentait déjà une avancée très nette dans les débuts de l'analyse de la monnaie, ce n'était quand même encore que des débuts. Car la difficulté ne consiste pas à comprendre que la monnaie est marchandise, mais à comprendre comment, pourquoi et par quoi la marchandise est monnaie. Note 49, encore une note qui prend énormément de temps. Note 49, monsieur le professeur Rocher commence par nous enseigner que les fausses définitions de la monnaie se répartissent en 2 groupes principaux, celles qui la tiennent pour plus qu'une marchandise, et celles qui la tiennent pour moins. Suit alors pêle-mêle tout un catalogue d'ouvrages sur la monnaie, où ne pointe pas la moindre lueur sur l'histoire réelle de la théorie. Et pour finir, la morale, on ne peut pas nier d'ailleurs que la plupart des économistes récents n'ont pas suffisamment gardé en vue les particularités qui distinguent la monnaie d'autres marchandises. Est-elle donc en fin de compte plus ou moins qu'une marchandise? Dans cette mesure, la réaction semi-mercantiliste de Ganil, etc. n'est pas tout à fait sans fondement. Plus, moins, pas suffisamment, dans cette mesure, pas tout à fait. Ah, les belles déterminations conceptuelles. Voilà le fratras d'éclectisme professoral que monsieur Rocher baptise modestement méthode anatomo-physiologique en économie politique. Il faut quand même lui reconnaître le mérite d'une découverte, que la monnaie est une marchandise bien agréable. Voilà. Fin de note de bas de page, on continue. Nous avons vu comment déjà, dans l'expression de valeur la plus simple, X marchandise A égale Y marchandise B. La chose dans laquelle est représentée la grandeur de valeur d'une autre chose semble posséder sa forme d'équivalent, indépendamment de cette relation, comme une propriété sociale naturelle. Nous avons suivi le processus par lequel cette fausse apparence s'installe et se conforte. Il est achevé dès que la forme équivalent universelle s'est fondue dans la forme naturelle d'une espèce particulière de marchandise, ou encore s'est cristallisée en forme monnaie. Une marchandise ne semble pas d'abord devenir monnaie parce que de tous côtés, les autres marchandises exposent en elles leur valeur. Mais ce sont elles inversement qui semblent universellement exposer leur valeur en elles parce qu'elle est monnaie. Le mouvement qui opère la médiation disparaît dans son propre résultat et ne laisse aucune trace. Sans qu'il soit pour rien, les marchandises trouvent leur propre figure de valeur déjà prête et pas prêtre, comme une denrée matérielle, existant en dehors et à côté d'elle. Dans leur simple appareil de choses sortant des entrailles de la terre, l'or et l'argent sont en même temps l'incarnation immédiate de tout travail humain, d'où la magie de l'argent. Le comportement purement atomistique des êtres humains dans leur procès de production sociale, et par la suite la figure de choses matérielles, échappant à leur contrôle, indépendant de leur activité individuelle consciente, que prennent leurs propres rapports de production, se manifeste d'abord dans le fait que les produits de leur travail prennent universellement la forme marchandise. L'énigme du fétiche argent n'est donc que celle du fétiche marchandise, devenu visible, crevant les yeux. Il tire à balles réelles le Marx, effectivement.
J'adore les phrases... Ça aussi c'est une énigme, hein, les phrases aussi longues comme ça. Bref. Oui, il avait toujours un ton très péremptoire. Je crois que c'est ça le terme exact, c'est péremptoire. Je sais pas si je fais du Perceval en disant ça, mais... Voilà, donc on a déjà fini le chapitre 2. Ce sera pratique au montage parce que c'est passé assez vite. On va commencer dès ce soir le chapitre 3, parce qu'il est que 10h, 8h30, et puis il va commencer depuis 45 minutes, même pas. C'est ce qui affirme fortement. Ah d'accord, donc du coup c'est pas péremptoire, c'est... critique, voilà, il a toujours été critique. Et contradictoire, je sais pas si c'est contradictoire, non. Bon, bah ouais, critique. Sarcastique, ouais, carrément, là. Il faisait du sarcasme, exactement. Ok, donc il y a encore des notes de bas de page, et voilà, vache. Parfois t'as plus de notes de bas de page que de texte de base. Là aussi, je sens qu'on va s'amuser. Quel plaisir. On peut au moins arriver au sous-chapitre 2. C'est parti. Chapitre 3. Ah, bah merci Devox pour le follow. L'animation va peut-être se lancer. Je vois qu'il y a quelqu'un qui a follow. C'est bizarre parce que t'as follow, on dirait que t'as follow en même temps que quelqu'un a défollow parce que le nombre de follow a pas augmenté pour autant. Bon, c'est pas grave. Ah si, ça vient d'augmenter là, on est arrivé à 46. Est-ce que l'animation va se lancer? OMG, quel plaisir. Ah, c'est un plaisir pour toi les lectures Marx? Bah c'est parfait. Dans ce cas-là, je t'invite à venir le lundi soir parce qu'on a des lectures ASMR si t'aimes le ASMR aussi. Merci Luca Puccino pour le follow. Je suis anarchiste et je voudrais foutre en l'air toute la société capitaliste. Voilà, je sais pas pourquoi il attend qu'il y en ait deux pour faire un écho, c'est pas cool du tout ce qu'il me fait là, Mais bon, pas grave. Donc bah c'est super, on a des Fox FR, c'est super qu'il y a des gens qui s'appelaient. Donc merci à vous deux, le Cappuccino et des Fox FR. GG pour le petit jeu de mots d'ailleurs, le Cappuccino. Vous arrivez pile pour le chapitre 3. On a vu le chapitre 1, chapitre 2 du coup, logiquement. On s'est tapé aussi toutes les préfaces. On les a pas toutes lues, on a passé super vite. Si vous avez vu la rediff sur YouTube, vous avez... Merci à toi le Cappuccino. Ah oui, c'est pour le compliment sur ton pseudo. Il y a des rediffs sur YouTube, hein, elles arrivent un peu en retard à chaque fois parce que c'est pénible à faire. Mais voilà, il y a les rediffs sur le début si vous voulez vous refaire ces émissions là au début parce que évidemment c'est une évolution, c'est une réflexion qui évolue petit à petit. Donc il y a beaucoup de répétitions donc c'est plutôt pratique. Je vais pas être obligé de tout répéter, de vous résumer. Mais c'est plutôt mieux de reprendre du début. On lit que la première section, il y en a 6 je crois, et il y a 4 livres. Voilà, donc c'est vraiment très limité, le but c'est au mieux de vous donner envie de lire la suite après. Mais ça vous regarde évidemment, vous vous sentez pas obligé de lire le Capital de Marx, hein, c'est... Voilà. Donc chapitre 3, la monnaie ou la circulation des marchandises. Sous-chapitre 1, mesure des valeurs. Pour simplifier, je supposerai tout au long de cet ouvrage que l'or est la marchandise monnaie. La première fonction de l'or est de fournir au monde des marchandises, la matière de son expression de valeur, ou de représenter les valeurs des marchandises comme des grandeurs homonymes, de qualité identique et comparable en quantité. Il fonctionne donc comme une mesure universelle des valeurs, et c'est seulement en vertu de cette fonction que l'or, marchandise équivalent spécifique, est d'abord devenu monnaie. Ce n'est pas la monnaie qui rend les marchandises commensurables, c'est l'inverse. Commensurable. Alors là, dans ma tête, je comprends le sens, mais je saurais pas vous donner une définition de commensurable là tout de suite. Partie aliquote, je suis obligé de chercher le mot aliquote pour chercher le mot commensurable, arrêtez. Qui peut être comparé à une autre grandeur par l'emploi d'une unité de mesure commune, d'accord, voilà. Là, je comprends là. Donc ce n'est pas la monnaie qui rend les marchandises... comparables les unes aux autres avec une valeur commune. Voilà. C'est pas le faute de la monnaie. Pas grâce ou à cause de la monnaie. C'est l'inverse. C'est parce que toutes les marchandises sont
en tant que valeurs du travail humain objectivé, et qu'elles sont, pour cette raison, commensurables, qu'elles peuvent collectivement mesurer leur valeur dans une seule et même marchandise spécifique, et par là même transformer cette dernière en leur mesure de valeur collective, en monnaie. La monnaie, en tant que mesure de la valeur, est la forme phénoménale nécessaire de la mesure immanente de la valeur des marchandises, c'est-à-dire du temps de travail. Bon, les formules, la manière dont les phrases sont formulées sont un peu compliquées, hein, je trouve. Note 50. Certains se demandent, et certaines se demandent pourquoi l'argent ne représente pas immédiatement le temps de travail lui-même. Un billet représentant par exemple X heures de travail, c'est comme s'il demandait pourquoi dans la production de marchandes, les produits du travail doivent se présenter comme marchandises, étant donné que la représentation de la marchandise inclut sa double figure de marchandise et de marchandise monnaie. Ou encore pourquoi le travail privé ne peut être traité comme du travail immédiatement social comme son contraire. J'ai longuement exposé par ailleurs l'utopisme comme insipide d'une monnaie travail sur la base de la production marchande. Ajoutons que la monnaie travail d'un Owen par exemple n'est pas plus monnaie qu'un billet de théâtre. Owen présuppose du travail immédiatement socialisé, ce qui est une forme de production diamétralement opposée à la production marchande. Le certificat de travail se limite à constater la participation individuelle du producteur ou de la productrice au travail commun, ainsi que la mesure individuelle où Yale peut prétendre à la partie du produit commun destiné à la consommation. Mais Yale ne vient pas à l'idée d'Owen de présupposer la production marchande et de vouloir néanmoins contourner ces conditions nécessaires par des trafiquages monétaires. L'expression en or de la valeur d'une marchandise, X marchandise A égale Y marchandise monnaie, est la forme monnaie de cette marchandise ou son prix. Une équation isolée, 1 tonne de fer égale 2 onces d'or par exemple, suffit maintenant à exprimer la valeur du fer et à donner validité sociale à cette expression. Il est dès lors superflu de faire défiler cette équation en rang serré avec toutes les équations de valeur des autres marchandises, car la marchandise équivalent, l'or, possède déjà le caractère de monnaie. C'est pourquoi la forme valeur relative universelle des marchandises retrouve maintenant la figure de sa forme valeur relative, première, simple ou singulière. Et il aime bien les formulations compliquées, hein. D'autre part, l'expression de valeur relative développée, ou la série infinie des expressions de valeur relative, se mue en forme valeur relative spécifique de la marchandise monnaie. Ça fait beaucoup de formes valeur relative. Or, cette série est déjà donnée socialement dans les prix des marchandises. Il suffit de lire à rebours les cotations d'une liste de prix courants pour obtenir la grandeur de la valeur de la monnaie exprimée dans toutes les marchandises possibles et imaginables. La monnaie, en revanche, n'a pas de prix. Elle devrait, pour participer à cette forme valeur relative unitaire des autres marchandises, être référée à elle-même, comme à son propre équivalent. Imaginez une monnaie pour acheter de la monnaie, ça s'appelle le dollar. Mais bon, Marx n'a pas vécu à l'époque du dollar comme monnaie de référence. Le prix ou forme monnaie des marchandises est, comme leur forme valeur en général, une forme qui diffère de leur forme corporelle tangible, une forme qui est donc idéale ou imaginée. On va jouer un jeu comme la semaine dernière, ou ce lundi soir. À chaque fois que je dis le mot forme, vous mettez 1 euro sur la chaîne. Bon, évidemment, c'est pas possible de mettre de l'argent parce que je n'ouvre pas mes comptes. Je n'ouvre pas la possibilité de me donner de l'argent, mais... Je serais riche si c'était possible. La valeur du fer, du lin, du froment, etc. existe, bien qu'invisible, dans ces choses mêmes. Elle est représentée par son égalité avec l'or, par une relation avec l'or, relation qui n'existe pour ainsi dire qu'à l'état de fantôme dans leur tête. Le détenteur de marchandises, ou la détentrice, de marchandises, doit donc leur prêter sa langue ou leur suspendre un bout de papier autour du cou pour communiquer leur prix au monde extérieur. Note 51. Note 51 très problématique puisqu'il dit le sauvage ou le demi-sauvage utilise sa langue autrement. Désolé. Le capitaine Paris, oui, note par exemple à propos des habitantes de la côte ouest de Baffin's Bay. Dans ce cas, dans l'échange de produits, il le léchait 2 fois avec la langue, à la suite de quoi il semblait considérer le marché comme conclu de manière satisfaisante. De la même façon, chez les Esquimaux de l'Est, l'échangiste, donc la personne qui produit un échange, qui participe à un échange commercial, léchait l'article à la réception.
Si la langue est ainsi, dans le nord, l'organe de l'appropriation, il n'y a rien d'étonnant à ce que dans le sud, le ventre soit considéré comme l'organe de la propriété accumulée, et à ce que le Zoulou apprécie la richesse d'un homme à sa bedaine. Les Zoulous sont des gaillards d'un... Oh là là, qu'est-ce qu'il raconte là? Bon, l'essentialisation, je vais pas lire la note, elle sert à rien en plus. Bref, il fait beaucoup ça, l'essentialisation des peuples, entre guillemets. L'expression en or de la valeur des marchandises étant idéale, on ne peut employer pour cette opération que l'or idéal ou imaginé. Toute ou tout détenteuriste de marchandises sait que lorsqu'elles donnent à leur valeur la forme de prix ou la forme or ainsi imaginée, et elle ne les métamorphose pas pour autant en or, et qu'elle n'a pas besoin du moindre quantum d'or ou réel pour estimer en or des millions de valeurs de marchandises. Ah, j'attendais que quelqu'un fasse des blagues sur le terme échangiste. Je faisais beaucoup de non, c'est pas échangiste comme ça, c'est les gens qui font un échange commercial, mais quelqu'un l'a fait, bravo. Attendez, du coup, tu as mérité ta commande son. L'ethnologie de l'époque est crade, fait pas exception à la règle, c'est clair. Mais ça excuse pas, hein, ça excuse pas, bien sûr. Alors, pour toi, Devox, et pour ta magnifique blague que tout le monde attendait depuis le début de cette série. Voilà, tu as mérité ton MDR officiel. To horny jail, c'est la... Hein? Oh non, j'allais faire une blague de cul, non, désolé. Faut qu'on arrête avec les blagues de fesses, là. C'est un stream sérieux, ici, ok? On fait juste des effets de voix débiles, et, et des commandes son de merde. Dans sa fonction de mesure de la valeur, la monnaie sert donc uniquement de monnaie idéale imaginée. Ceci a donné lieu aux théories les plus excentriques. Attention au validisme. Bien que seule de la monnaie imaginée remplisse la fonction de mesure de la valeur, le prix dépend entièrement du matériau réel de la monnaie. La valeur, c'est-à-dire le quantum de travail humain contenu par exemple dans une tonne de fer, est exprimé dans un quantum imaginé de la marchandise monnaie qui contient pour sa part autant de travail. Selon donc que l'or, l'argent ou le cuivre servent de mesure de la valeur de la tonne de fer se verra affectée d'expressions de prix totalement différentes ou sera représentée dans des quantités totalement différentes d'or, d'argent ou de cuivre. Si donc deux marchandises différentes, l'or et l'argent par exemple, font en même temps office de mesure de la valeur, toutes les marchandises auront deux sortes d'expressions de prix différentes. Des prix or et des prix argent qui coexistent sans problème tant que le rapport de valeur de l'or à l'argent reste inchangé. Par exemple, 1/15. Pourquoi il a mis un égal à ce moment-là? Bon, pas grave. Mais toute altération de ces rapports de valeur perturbe le rapport entre prix or et prix argent. Wesh à toi, Gaoub-Ba, merci beaucoup pour le follow, bienvenue. On est en train de lire le Capital de Karl Marx, première section. On est au chapitre 3. Voilà. Merci à toi aussi, Besoin1 pour le follow. Je vois que j'ai pas mal de follow. On dirait que c'est le tweet de Minute Rouge qui m'a fait connaître. Je sais même pas pourquoi il fait de la pub pour moi. Il ou elle d'ailleurs, je sais même plus, je connais pas bien en fait. Je sais pas pourquoi Minute Rouge s'est mis à faire de la pub pour moi. Et merci à Yel du coup. Mais toute altération de ces rapports de valeur perturbe le rapport entre prix or et prix argent, et démontre ainsi par les faits que le doublement de la mesure de la valeur est en contradiction avec sa fonction. Note à la deuxième édition, note 53. Attention, ça va être long. Là où l'or et l'argent coexistent légalement comme monnaie, c'est-à-dire comme mesure de la valeur, on a toujours essayé, vainement, de les traiter comme s'ils étaient une seule et même matière. Si l'on pose qu'un même temps de travail doit invariablement s'objectiver dans les mêmes proportions d'or et d'argent, on pose en fait que l'or et l'argent sont la même matière et qu'une masse déterminée de métal, le moins précieux, l'argent, forme une fraction invariable d'une masse d'or déterminée. L'histoire de la monnaie anglaise, depuis le règne de Henri III jusqu'au temps de George II, se perd dans une succession continue de perturbations nées du conflit entre la fixation légale du rapport de la valeur entre l'or et l'argent et les fluctuations réelles de leur valeur. Tantôt l'or était surestimé, tantôt c'était le tour de l'argent.
Le métal remodifiait par voie légale le rapport de valeur des deux métaux. Mais la nouvelle valeur nominale ne tardait pas à entrer en conflit avec le rapport de valeur réel, tout comme l'avait fait l'ancienne. De nos jours encore, une baisse de valeur très faible et passagère de l'or par rapport à l'argent a déclenché le même phénomène sur une très grande échelle en France. Exportation d'argent et expulsion de ces derniers hors de la circulation d'or importé par rapport aux exportations s'est élevée. Citation très longue, hein. Je vais continuer quand même. Hein. Pour la France, s'est élevé pour la France à 41 580 000 livres sterling, tandis que l'excédent d'argent exporté par rapport à l'importation était de 30 blablabla, plein de chiffres. Dans les pays, en effet, où les deux métaux sont étalons de valeur égale, où ils peuvent donc être l'un et l'autre acceptés en paiement, mais où chacun peut payer à sa guise en or ou en argent, le métal dont la valeur est à la hausse délivre un agio. Un agio. Intérêt, commission retenu par les banques pour certaines opérations. Ok. Délivre un intérêt et mesure son prix au même titre que toute autre marchandise dans le métal surestimé, alors que seul ce dernier sert d'étalon de valeur. Toute l'expérience historique toute l'expérience historique dans ce domaine se ramène à ceci que, là où légalement deux marchandises pourvoient à la fonction d'étalon de valeur, on en voit toujours une dans la pratique s'imposer en tant que telle. Ok. Fin de citation, fin de note. Les marchandises déterminées selon leur prix se présentent toutes sous la forme A marchandise grand A égale X, or B marchandise grand B égale Z. Or C marchandise grand C égale Y, or etc. etc. Où A, B, C représentent des masses déterminées des espèces des marchandises, grand A, grand P, grand C et X, Z, Y des masses déterminées d'or. Les valeurs des marchandises sont donc transformées imaginairement en quanta d'or de différentes grandeurs, et ainsi par-delà la bigarrure foisonnante de denrées matérielles en grandeur homonyme en grandeur d'or. C'est en tant que quanta d'or différents que les valeurs des marchandises se comparent et se mesurent entre elles, et se développe alors la nécessité technique de les rapporter à un quantum d'or fixé et choisi comme leur unité de mesure. Puis cette même unité, par subdivision en parties aliquotes, se développe à son tour en unité étalon. Avant de devenir monnaie, l'or, l'argent, le cuivre possèdent déjà dans leur poids métallique de tels étalons. Une livre par exemple sert d'unité de mesure, se redécompose d'un côté en once, etc. et se recompose de l'autre par addition au quinto, etc. Note 54. À la deuxième édition. En Angleterre, l'once d'or, bien qu'unité de l'étalon monétaire, n'est pas subdivisée en parties aliquotes. Cette bizarrerie s'exprime comme suit. À l'origine, notre système monétaire était basé exclusivement sur l'emploi de l'argent métal. C'est pourquoi une once d'argent est toujours divisible en un certain nombre aliquotes de pièces de monnaie. Mais du fait de l'introduction ultérieure de l'or dans un système monétaire adapté au seul argent, l'once d'or ne peut être frappée en un nombre aliquote de pièces. Il est d'abord évident qu'un changement de valeur de l'or ne le remet pas en cause dans sa fonction d'étalon des prix. Quel que soit le changement de la valeur de l'or, différents quantas d'or conservent toujours entre eux le même rapport de valeur. Si la valeur de l'or baissait de 1000%, 11 onces d'or continueraient à avoir 12 fois plus de valeur qu'une once d'or. Bah tu lis Marx et je suis homme simple, je vois Marx, je like. Ah d'accord. D'accord. La stratégie d'attirer toute la gauche fonctionne enfin. Et dans les prix, on a affaire au seul rapport qu'entretiennent entre eux différents quantas d'or. Et comme, d'un autre côté, une once d'or ne change nullement de poids du fait d'une baisse ou d'une hausse de sa valeur, celui de ses parties aliquotes s'en trouve tout aussi peu modifié. C'est ainsi que l'or, en tant qu'étalon, fixe des prix, fournit toujours le même service, quelles que soient les variations de sa valeur. La variation de la valeur de l'or ne l'empêche pas non plus de fonctionner comme mesure de la valeur. Elle affecte simultanément toutes les marchandises. Laisse donc inchangées, toutes choses égales par ailleurs, leur valeur relative réciproque, bien qu'elles s'expriment alors toutes dans des prix or supérieurs ou inférieurs à ce qu'ils étaient auparavant. De la même façon que pour la représentation de la valeur d'une marchandise dans la valeur d'usage d'une autre marchandise quelconque, l'estimation en or des marchandises se contente de présupposer qu'à tel moment donné la production d'un quantum d'or déterminé coûte un quantum donné de travail. D'une manière générale, les lois développées plus haut pour l'expression de valeurs relatives simples demeurent valables pour le développement des prix des marchandises en général.
À valeur constante de la monnaie, les prix des marchandises ne peuvent monter d'une manière généralisée que si... excusez-moi. À valeur constante des marchandises que si la valeur de la monnaie baisse. Excusez-moi, je relis la phrase depuis le début parce que je me suis embrouillé. 3, 4. À valeur constante de la monnaie, les prix des marchandises ne peuvent monter de manière généralisée que si les valeurs des marchandises augmentent. À valeur constante des marchandises que si la valeur de la monnaie baisse. Inversement, la valeur constante de la monnaie, les prix des marchandises ne peuvent baisser de manière généralisée que si les valeurs des marchandises baissent. À valeur constante des marchandises que si la valeur de la monnaie augmente. Il ne s'ensuit nullement qu'une hausse de la valeur de la monnaie entraîne une baisse proportionnelle des prix des marchandises, ni qu'une baisse de la valeur de la monnaie entraîne une hausse proportionnelle des prix des marchandises. Cela n'est vrai que pour des marchandises de valeur inchangée. Des marchandises, par exemple, dont la valeur monte dans les mêmes proportions et en même temps que la valeur de l'argent, gardent les mêmes prix. Si leur valeur monte plus lentement ou plus rapidement que la valeur de la monnaie, la baisse ou la hausse de leur prix est déterminée par la différence entre le mouvement de leur valeur et celui de la monnaie. Revenons maintenant à l'examen de la forme prix. Les noms monétaires des poids métalliques se séparent progressivement de leur nom de poids originel, et ce pour différentes raisons, parmi lesquelles s'avère historiquement décisive 1. L'introduction de monnaies étrangères chez le peuple moins développé, entre guillemets, comme par exemple dans la Rome antique, où les pièces d'or et d'argent circulèrent d'abord comme marchandises étrangères, les noms que portait cet argent étranger diffèrent des noms de poids du pays. 2. Avec le développement de la richesse, les métaux plus précieux évincent ceux qui le sont moins de la fonction de mesure de la valeur. Le cuivre est évincé de l'argent, l'argent par l'or, le cuivre est évincé par l'argent, pardon, l'argent par l'or, même si cet ordre doit contredire la chronologie poétique. Note 56, elle n'a d'ailleurs pas non plus de validité historique générale. En chronologie politique, il s'agit des 5 ères de l'histoire de l'humanité, âge d'or, d'argent, d'airain, âge héroïque et âge de fer. Cette légende de la mythologie antique a été reprise par Hésiode et Ovide. L'âge de fer était le plus pénible, le plus injuste, le plus cruel de tous. Fin de note de bas de page, on continue. Livre par exemple était le nom monétaire pour une véritable livre d'argent. Dès que l'or, livre au sens de masse, le poids, la masse. Dès que l'or eut évincé l'argent en tant que mesure de la valeur, ce même nom se déplaça sur peut-être 1/15 de livre d'or, etc. selon le rapport de valeur existant entre l'or et l'argent. Livre comme nom monétaire et livre comme nom usuel de poids de l'or sont désormais dissociés, note 57, note à la 2e édition. C'est ainsi que la livre anglaise désigne moins du tiers de son poids primitif. La livre écossaise, avant l'Union, 1/36e seulement. La livre française, 1/74e. Le maravédi espagnol, moins de 1/100e. Le rey portugais, une proportion encore plus faible. Et l'Union, il est précisé dans la note de bas de page que en 1707, l'Angleterre et l'Écosse furent définitivement réunis et le Parlement écossais dissous. Fin de note de bas de page. Et 3, enfin, parce qu'on était sur une liste de 3, falsifications monétaires pratiquées pendant des siècles par les princes et princesses qui ne laissa effectivement subsister du poids initial des pièces de monnaie que le nom. Note 58 à la 2e édition. Les pièces de monnaie... Ah, c'est une citation. Attendez, je vais mettre un petit effet de voix. Allez, l'effet titan, il était sympa. À part si cet effet vous agace prodigieusement, dans ce cas-là, je peux en trouver d'autres. Il y en a plein d'autres, hein, vous inquiétez pas. Donc, note 58, citation de Galliani. Les pièces de monnaie, dont les noms aujourd'hui n'ont plus qu'une existence idéale, sont les plus anciennes dans toutes les nations. Elles ont toutes été réelles à une certaine époque, et c'est parce qu'elles étaient réelles qu'on comptait avec elles. Voilà, fin de note de bas de page, fin de citation. Ces processus historiques font de cette dissociation entre non monétaire des poids métalliques et non usuels de poids une habitude populaire. Comme d'une part l'étalon monétaire est purement conventionnel et que d'autre part il faut qu'il ait validité universelle, sa régulation sera finalement le fait de la loi. Une fraction de poids déterminée du métal précieux, une once d'or par exemple, est officiellement divisée en partie alicote. Alicote, je crois que ça fait au moins 3 fois qu'on voit ce mot-là depuis le début du live, j'ai toujours pas vu la définition. Qui est contenu un nombre exact de fois dans un tout. Ok, est-ce qu'il y a une définition plus courante là?
2 est une alicote de 6. Partie quelconque non individualisée d'une grandeur d'un nombre d'une collectivité. Ok, c'est un petit groupe dans un plus gros groupe, je crois, si j'ai bien compris. Bref. On va reprendre du coup. Une fraction de poids déterminée du métal précieux, une once d'or, par exemple, est officiellement divisée en parties alicotes, lesquelles sont baptisées légalement livres, dollars, etc. Ou dollars, je sais pas, peu importe. Cette partie alicote, considérée dès lors comme l'unité de mesure propre de la monnaie, est subdivisée en d'autres parties alicotes, portant des noms de baptêmes légaux comme shilling, penny, etc. 59, note 59 à la deuxième édition. Monsieur David Urquhart note dans son Familiar Words, commentant cette aberration, qu'aujourd'hui, une livre sterling, unité de l'étalon monétaire anglais, soit approximativement égale à un quart d'once d'or. Citation. Ceci, c'est la falsification d'une mesure et non l'établissement d'un étalon. Fin de citation. Dans cette fausse dénomination du poids d'or, il voit, comme partout ailleurs, la main falsificatrice de la civilisation. Fin de citation, fin de note de votre page. On continue, ce sont toujours des poids métalliques déterminés qui demeurent l'étalon de la monnaie métallique. Ce qui a changé, c'est la dénomination et la répartition. Les prix ou les quantas d'or dans lesquels les valeurs des marchandises ont été idéalement transformées sont donc exprimés maintenant dans les noms monétaires de l'étalon or ou dans ses noms de comptes légaux. Au lieu de dire donc que le quarter de froment est égal à une once d'or, on dirait en Angleterre qu'il est égal à 3 livres et 16 shillings et 10 pence et demi. Les marchandises se disent ainsi dans leur nom monétaire ce qu'elles valent, et la monnaie sert de monnaie de compte chaque fois qu'il s'agit de fixer une chose en tant que valeur, et donc sous forme monétaire. Bon, ça peut l'air un peu compliqué, ça peut... Excusez-moi, je parle un petit peu trop vite. Ça peut avoir l'air un peu compliqué. Mais... Oh, je vois que quelqu'un vient de me suivre sans que je m'en suis rendu compte. Ah, c'est parce que j'enlevais mes écouteurs, ça. Merci à toi, Ekmulteso. Je sais pas si c'est comme ça qu'on prononce, mais merci à toi pour le follow. Donc je disais, ça peut avoir l'air compliqué, mais en vrai, il fait... En plus, il n'y a plus de musique. Ah si, il y a de la musique. Mais elle est pas forte du tout. Ça peut avoir l'air compliqué, mais en fait, il fait répéter un peu la même chose, plus ou moins, de ce que je comprends. Note à la deuxième édition, note 60. Citation de Athénéaeus, je suppose. Quand on lui demanda à quoi les Grecs utilisaient l'argent, Anacharsis répondit à compter. Voilà. Fin de citation, fin de bad note de bas de page. Pourquoi une note 61 n'est pas... Ah si, ok, je vois. On continue. Le nom d'une chose est tout à fait extérieur à sa nature. Je ne sais rien de l'être humain quand je sais qu'une personne s'appelle Jacob. De la même façon, dans les dénominations monétaires, livres, thalers, francs, ducats, etc., toute trace du rapport de valeur disparaît. La confusion qui règne à propos du sens secret de ces signes kabbalistiques est d'autant plus grande que les noms monétaires expriment à la fois la valeur des marchandises et des parties alicotes d'un poids métallique de l'étalon monétaire. Note de bas de page, note 61 à la deuxième édition. Citation de Marx qui se cite lui-même du coup. Comme l'or en tant qu'étalon des prix apparaît sous les mêmes noms de compte que les prix des marchandises, qu'une once d'or par exemple s'exprime donc tout comme une tonne de fer en 3 livres 17 shillings 10 pence et demi, on a qualifié de prix de la monnaie ces noms de compte qui sont propres à l'or. Cette idée surprenante vient de ce qu'il semblait que l'or ou l'argent était destiné dans sa propre matière et qu'à la différence de toutes les autres marchandises, il lui était attribué, par autorité d'État, un préfixe. On prit la fixation des noms de comptes de poids d'or déterminés pour la fixation de la valeur de ces poids. Fin de citation, fan note. Mais d'un autre côté, il est nécessaire que la valeur par opposition à la multiplicité et à la diversité des corps existants dans le monde des marchandises se développe en cette forme anonyme et impersonnelle qui est aussi la forme sociale simple. Et encore une note de bas de page qui est super longue, on adore. On a presque fini ce sous-chapitre de toute façon, donc ça donne du courage. Note 62. Voir théorie sur l'argent comme unité de mesure contribution à la critique de l'économie politique, page 53 et suivant.
Toutes les idées fantaisistes sur la hausse ou la baisse du prix de la monnaie obtenues en transposant par autorité d'État des noms monétaires légaux correspondant à des poids d'or ou d'argent fixés par la loi à des poids augmentés ou diminués, et ainsi conséquemment en ne frappant plus par exemple un quart d'once d'or en 20 shillings mais en 40 shillings, toutes ces idées donc dans la mesure où elles ne visent pas des opérations financières maladroites contre des créancières, publiques et privées, mais de miraculeuses cures économiques ont été traitées si exhaustivement par Petty dans Quantulum Cumque Concerning Money, the Lord Marquis of Halifax, 1682. Que ses successeuses immédiates, Sir Dudley North et John Locke, sans parler de celles qui vinrent après, ne purent que redire de manière plus plate ce qu'il avait déjà dit. C'est-à-dire, début de citation, si la richesse d'une nation, dit-il entre autres, pouvait être décuplée par une simple ordonnance, il serait bien étrange que notre gouvernement ne l'ait pas promulguée depuis longtemps. Effectivement, fin de citation, fin de note de bas de page. Le prix est le nom monétaire du travail objectivé dans la marchandise. L'équivalence de la marchandise et du quantum de monnaie qui désigne nommément son prix est donc une tautologie. La tautologie, les gens qui savent pas, c'est quelque chose qui se définit par lui-même et donc qui n'a pas de... Et donc qui n'est pas recevable. Voilà. Je sais pas définir les mots, mais je les comprends, c'est ça le problème. C'est frustrant. Bref, note de bas de page 63. Citation de Leutron. Ou bien il faut consentir à dire qu'une valeur d'1 million en argent vaut plus qu'une valeur égale en marchandises, donc qu'une valeur vaut plus qu'une valeur égale. Voilà. En citation, fin de note de bas de page. Je vais reprendre la phrase au début, parce que la note de bas de page, à chaque fois, elle m'a encore... elle a brisé encore mon rythme, donc on reprend, et cette fois, je lis pas la note de bas de page. L'équivalence de la marchandise, donc, est du quantum de monnaie, qui désigne nommément son prix, et donc une tautologie. De même que tout simplement, l'expression relative de la valeur d'une marchandise est toujours l'expression de l'équivalence de deux marchandises. Mais si le prix en tant qu'exposant de la grandeur de la valeur de la marchandise est l'exposant du rapport d'échange de cette dernière avec l'argent, il ne s'ensuit pas inversement que l'exposant de son rapport... oh là 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 là, cette phrase est beaucoup trop longue. Genre, je reprends, j'étais ici je crois. Mais si le prix en tant qu'exposant de la grandeur de la valeur de la marchandise est l'exposant du rapport d'échange de cette dernière avec l'argent, il ne s'ensuit pas inversement que l'exposant de son rapport d'échange avec l'argent est nécessairement l'exposant de la grandeur de la valeur, de sa valeur. Je tiens à rappeler, comme à chaque live, chaque fois que je lis un texte compliqué, c'est pas grave si on comprend pas tout de suite, si on comprend pas une phrase tout de suite, on continue la suite, et puis ça, on comprendra mieux plus tard. Voilà. C'est comme ça que je ressens les choses. Bref, continue. Supposons qu'un travail socialement nécessaire de même grandeur ne représente dans un quarter de froment et dans 2 livres environ une demi-once d'or. Demi-once d'or. Ah d'accord, oh là là, ça doit être la fatigue là. Il est déjà 9h15, bref. Supposons qu'un travail socialement nécessaire de même grandeur se représente dans un quarter de froment et dans 2 livres sterling, environ une demi-once d'or. Les 2 livres sterling sont l'expression monétaire de la grandeur de la valeur du quarter de froment ou encore son prix. Si maintenant les circonstances permettent sa notation à 3 livres sterling, ou l'impose à 1 livre, 1 livre ou 3 livres seront, comme expression de la grandeur de la valeur du froment, soit trop peu, soit trop, mais n'en seront pas moins son prix, car elles sont, premièrement, sa forme valeur, de l'argent, et deuxièmement, les exposants de son rapport d'échange avec l'argent. À condition de production inchangée, ou à force productive du travail constante, il faut toujours dépenser le même temps de travail social pour la reproduction du quarter de froment. C'est là une chose qui ne dépend ni de la volonté de la productrice de froment, ni de celle de l'autre possesseuse de marchandises. La grandeur de la valeur de la marchandise exprime donc un rapport nécessaire au temps de travail social, rapport immanent au procès de formation de celle-ci. La transformation de la grandeur de la valeur en prix fait apparaître ce rapport nécessaire comme un rapport d'échange d'une marchandise avec la marchandise monnaie qui existe extérieurement à elle. Mais dans ce rapport peut s'exprimer tout aussi bien la grandeur de la valeur de la marchandise que le plus ou le moins auquel elle peut être aliénée dans des circonstances données.
la possibilité d'une incongruence. 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 Caractère inapproprié face à une situation. Ok. La possibilité d'une compatibilité quantitative entre les prix et la grandeur de la valeur, ou d'un échange ou d'un décalage entre le prix et la grandeur de la valeur, tient donc à la forme prix elle-même. Ceci n'est pas un défaut de cette forme, mais ce qui en fait, au contraire, la forme adéquate d'un mode de production où la règle ne peut s'imposer que comme loi moyenne et aveugle de l'irrégularité. La forme prix cependant ne permet pas seulement la possibilité d'une incongruence quantitative entre la grandeur de la valeur et le prix. Je suis anarchiste et je voudrais foutre en l'air toute la société capitaliste. Wesh à toi, Asasadzeni, je sais pas si ça se prononce comme ça. Bienvenue, on est en train de lire Le Capital, première section du premier livre. Bon, c'était le follow goal à 100 follow, on est déjà à 152, donc quand même, ça avance, c'est cool. Voilà, on est au chapitre 3 et qui s'intitule Marchandises et monnaie, où Marx nous explique comment fonctionne la monnaie dans le capitalisme. Voilà. Enfin, ce qu'il appelle lui le capital. Il se disait pas encore beaucoup capitalisme à l'époque. Mais peu importe. Il y avait le mot incongruence, je crois, oui. Et on a vu ce mot-là, incongruence. Je vais reprendre du coup à incongruence, parce que j'adore ce mot. La possibilité d'une incongruence quantitative entre le prix et la grandeur de la valeur, ou d'un décalage entre le prix et la grandeur de la valeur, tient donc à la forme prix elle-même. Ceci n'est pas un défaut de cette forme, mais ce qui en fait, au contraire, la forme adéquate d'un mode de production où la règle ne peut s'imposer que comme loi moyenne et aveugle de l'irrégularité. La forme prix, cependant, ne permet pas seulement la possibilité d'une incongruence quantitative entre la grandeur de la valeur et le prix, c'est-à-dire entre la grandeur de la valeur et son expression monétaire. Elle peut aussi héberger une contradiction qualitative telle que le prix cesse tout simplement d'être expression de valeur. Bien que la monnaie ne soit que la forme-valeur des marchandises. Ah d'accord, oui, j'ai mis une... Oh là 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 là, j'ai mal... La phrase est trop longue, donc du coup je sais pas comment aérer, respirer déjà. J'arrive pas à respirer, comme d'habitude, quand je fais lire des textes, les phrases sont trop longues. Et du coup je sais pas comment mettre la tonalité. Donc, je sais que cette phrase c'est ça. Quasiment un quart de page, hein. Je vais la reprendre. Excusez-moi hein, pour cette diction un peu amatrice, mais bon, je suis pas payé pour l'instant. Donc... C'est parti. La forme prix, cependant, ne permet pas seulement la possibilité d'une incongruence quantitative entre la grandeur de la valeur et le prix, c'est-à-dire entre la grandeur de la valeur et son expression monétaire. Elle peut aussi héberger une contradiction qualitative, telle que le prix cesse tout simplement d'être expression de valeur, bien que la monnaie ne soit que la forme-valeur des marchandises. Certaines choses qui ne sont pas à proprement parler des marchandises, la conscience, l'honneur, etc., par exemple, peuvent être cédées pour de l'argent par leur possesseuse et acquérir ainsi par leur prix la forme marchandise. Une chose peut donc formellement avoir un prix sans avoir une valeur. Dans ce cas, l'expression de prix est imaginaire, comme certaines grandeurs mathématiques. D'un autre côté, la forme prix imaginaire, comme par exemple le prix de la terre non cultivée qui n'a pas de valeur car aucun travail humain n'y est objectivé, peut ainsi cacher un véritable rapport de valeur ou une relation dérivée de ce rapport de valeur. Le prix, comme du reste la forme-valeur relative en général, exprime la valeur d'une marchandise. Par exemple d'une tonne de fer, par le fait qu'un quantum déterminé d'équivalent, une once d'or par exemple, peut s'échanger immédiatement contre le fer, mais pas du tout par le fait inverse que, de son côté, le fer serait immédiatement inchangeable contre de l'or. Pour exercer pratiquement l'effet d'une valeur d'échange, la marchandise doit donc se défaire de son corps et de sa chair, se transformer d'or seulement imaginé en or véritable, même si cette transsubstantiation doit lui coûter plus de peine que n'en coûte au concept hegelien le passage de la nécessité à la liberté, à un homard l'éclatement de sa carapace, ou qu'il n'en coûta ainsi à Saint Jérôme, père de l'Église, de se dépouiller du vieil Adam. Note 64. Si dans sa jeunesse, Saint Jérôme eut beaucoup à lutter contre la chair matérielle, parce que des images de belles... Oh là 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 là... Des sans cesse... Oh là 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 là...
Oh, je vais pas lire cette note de bas de page, elle est lamentable. Je continue sans lire la note de bas de page. À part sa figure réelle, celle du fer par exemple, la marchandise peut posséder dans le prix une figure de valeur idéale ou une figure d'or idéale. Mais elle ne peut pas être à la fois véritablement fer et véritablement or. Pour lui attribuer son prix, il suffit de la poser égale à de l'or imaginé. Il faut la remplacer par de l'or pour qu'elle rende à sa possesseuse le service d'un équivalent universel. Si la possesseuse du fer se présentait par exemple au la possesseuse d'une marchandise mondaine, ah oui, mondaine c'est les bourgeois je crois, ouais, et le renvoyer au prix en fer en guise de forme monnaie, le Amondin mondaine répondrait comme au paradis Saint-Pierre à Dante venant de lui réciter le credo. Ah, c'est le moment de sortir l'effet cathédrale. Encore une citation biblique. Attendez. Elle est où? Ah, l'effet cathédrale, voilà. Est-ce que ça marche? Assai bene e trascorsa d'esta monetaggia la lega el peso et pas le pesto, ma dimmi se tu lei nella tua borso. Ce qui veut dire, traduit, du coup, la traduction. Il n'y a même pas la traduction. Qu'est-ce que ce délire? Citation de Saint Jérôme dans sa lettre à Eustochius sur la préservation de la virginité. Oh là là là, ça craint. Ah oui, non, la citation de Dante. L'alliage et le poids de cette monnaie sont très bien examinés, mais dis-moi, l'as-tu dans ta bourse? Voilà. Fin de citation, fin de note de bas de page, on continue. La forme prix inclut l'aliénabilité des marchandises contre de l'argent et la nécessité de cette aliénation. D'autre part, l'ordre fonctionne comme étalon idéal que parce qu'il rôde déjà dans le procès d'échange comme marchandise-monnaie. Dans la mesure idéale des valeurs l'argent, sonnant et trébuchant, est déjà aux aguets. Et on est déjà à au deuxième sous-chapitre